l'Euphrate et le Tigre. Nous sommes dans le pays des deux fleuves, dans l'Irak actuel, autrefois le berceau de la civilisation. Il y a plus de 2500 ans se dressait dans ce paysage une puissante cité, Babylone. Un homme a su lui conférer grandeur et renommée à travers le monde. C'est à lui que l'on doit l'une des 7 merveilles du monde. Il s'appelait Nabuchodonosor. Les monuments érigés par ce roi de l'Euphrate devinrent des mythes, à l'instar de la gigantesque tour de Babel, qui enflamma l'imagination de la postérité. De cette splendeur ne subsistent que décombres et gravats. Aujourd'hui, les archéologues tentent d'extraire de cette poussière d'argile le savoir d'un monde englouti. On fait appel aux techniques les plus modernes pour garder intact le savoir de milliers de tablettes couvertes de caractères cunéiformes. Les spécialistes s'emploient à déchiffrer cette écriture archaïque. Babylone ressurgit, et avec elle le souvenir de Nabuchodonosor et la science des astres, qui était celle des Babyloniens. La redécouverte du monde de Nabuchodonosor débute il y a 100 ans au Liban. Le consul de France, Henri Poignon, parcourt alors la région d'El Irmel, à la recherche d'antiquités. Les fonctionnaires coloniaux sont plus que rompus à cet exercice. Le 19e siècle est en effet l'époque des grandes découvertes. Les fouilles ont permis de mettre au jour la ville de Troie. On a déchiffré les hiéroglyphes d'Égypte. Et Henri Poignon va faire, par cette chaude journée d'octobre, une découverte archéologique de taille. Le Liban. Il fut un beau jour envahi par les troupes de Nabuchodonosor. Leur butin, un précieux bois de construction, le cèdre du Liban, qui couvrait alors la région comme une forêt primitive. Henri Poignon soupçonne que le gigantesque empire babylonien s'étendait jusqu'au rivage de la Méditerranée. Et il en découvre la preuve. Sur une paroi rocheuse, un relief sculpté représente un souverain qui maîtrise un lion d'un seul bras. Il porte l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone ». À la lumière du crépuscule, Poignon réussit à prendre une photographie sensationnelle. C'est le seul portrait qui nous soit parvenu de Nabuchodonosor, un simple bas-relief usé par le temps. Une indication floue à laquelle sont venus se mêler mythes et légendes. L'empire dirigé par Nabuchodonosor, ce fertile pays des deux fleuves, était un don de l'Euphrate et du Tigre. 2500 ans avant Nabuchodonosor, cette région voit naître des œuvres d'art reflétant un haut niveau de culture et qui nous offrent une image étrange des hommes de ce monde. C'est le peuple des Sumériens, créateur d'une culture nouvelle. Cet essor s'appuie sur une invention révolutionnaire, l'invention de l'écriture cunéiforme, environ 3000 ans avant notre ère. L'élan culturel fondé sur cette écriture parviendra à son apogée avec Nabuchodonosor et le grand empire babylonien. Partant de la ville ancienne d'Uruk, le nouveau savoir se répand sur tout le pays des deux fleuves, jusqu'au nord. Il s'étend aussi vers l'ouest, vers la Méditerranée et sur le domaine culturel palestinien. L'empire de Nabuchodonosor s'étend jusqu'à Jérusalem et jusqu'à l'Égypte, à l'époque presque le monde entier. Dans la Bible, ce puissant souverain est appelé par son nom, mais le livre du prophète Daniel mêle vérité et propagande. Dieu, exaspéré par l'arrogance de Babylone, aurait métamorphosé Nabuchodonosor en bête sauvage.
Ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Ces mots expriment la colère de l'Ancien Testament, laquelle remonte à un événement dramatique. Jérusalem, la ville sainte de David et de tous les Juifs. Elle n'est pas encore la vaste métropole que l'on connaît. Protégée par sa muraille, elle ne rassemble autour du temple que quelques milliers de Judéens. Nabuchodonosor détruit ses remparts et fait raser la ville sainte. Un vieux relief montre comment les choses ont dû se passer. Les Babyloniens franchissent les murs en se servant de tours mobiles. Leur technique militaire écrase les défenseurs. Ils ont des cuirasses métalliques, des frondes, une tactique offensive raisonnée. Leur stratégie est aussi efficace et précise que les flèches décochées par leurs milliers d'archers. Impitoyable, Nabuchodonosor fait régner la terreur. Les assiégés sont massacrés par milliers, les survivants emmenés en captivité à Babylone. C'est ce que les Juifs appellent la terrible catastrophe, la colère de Dieu. Et l'exil des prisonniers déportés par les Babyloniens est le grand traumatisme biblique qui fait de Babylone, Babel, la pécheresse. Aujourd'hui encore, on peut visiter en Irak les vestiges de Babylone. Mais au début du XXe siècle, on ne peut guère voir que des fondations et des décombres de briques. Les bâtiments actuels sont des reconstitutions, édifiés il y a 20 ans seulement. Il n'en donne pas moins une idée de la splendeur et de la taille imposante de cette immense cité antique, lieu mythique, lieu de légende et de superlatifs. Ces remparts massifs en briques estampées sont l'un des plus beaux témoignages du règne de Nabuchodonosor. Ils mesuraient 12 mètres de haut et avait, paraît-il, la largeur des plus grandes routes de l'époque. Mais Babylone abritait également une autre merveille. Les jardins suspendus de la princesse Sémiramis, personnage légendaire, aimé de Nabuchodonosor, dont la trace historique se perd dans le tissu de légendes attachées à cette ville. La réalité de Babylone se dissimule derrière des histoires des 1001 nuits. Même un Grec comme Hérodote, qui aurait visité Babylone 100 ans seulement après la mort de Nabuchodonosor, est incapable de faire la différence entre fiction et vérité. Il écrit que la capitale des Babyloniens est à elle seule une véritable merveille. Hérodote est ébahi par les dimensions légendaires de la tour de Babel, mais ignore tout de la fonction qu'elle pouvait avoir. Il ne peut que l'imaginer. Quant à la cité elle-même, il lui attribue les proportions que lui inspire son imagination. Rues de 16 mètres de large, murailles de 25 mètres d'épaisseur et un périmètre de 96 kilomètres. Ainsi, dès l'Antiquité, la métropole de l'Euphrate devient une légende fantastique. L'Allemand Robert Koldewey est le premier, au début du XXe siècle, à se mettre en quête de la vérité. Lorsque Koldewey arrive sur l'emplacement qu'il suppose être celui de l'ancienne Babylone, il ne distingue que des monticules de gravats de briques, balayés par les vents de sable. Mais Koldewey est certain que la Babel légendaire est bel et bien enfouie en cet endroit.
Les premières fouilles dégagent les vestiges des murailles de la cité et confirment la supposition de Koldewey. Seule la capitale des Babyloniens pouvait être aussi puissamment fortifiée. Ces vestiges de remparts lui font toucher du doigt ce qu'Hérodote rapportait avec étonnement. Les Babyloniens utilisaient le naphte pour isoler leur construction en briques de l'humidité. Une prouesse technologique. Dès lors, Koldewey n'a plus qu'une idée, exhumer entièrement la Babylone légendaire. Il fouille pendant 18 ans presque sans interruption, même pendant la Première Guerre mondiale. Les briques dégagées du sable du désert ne tardent pas à prouver que Koldewey était aussi réaliste que visionnaire. Sur une des briques, une estampille cunéiforme dit « Ce que n'avait fait aucun roi avant moi, je l'ai fait. Nabuchodonosor ». Babylone ressuscitée, c'est le titre que Koldewey donnera à son grand ouvrage. Aujourd'hui encore, les héritiers de Koldewey sont à l'œuvre, pelles et pioches à la main, et continuent d'explorer les mystères de l'Empire babylonien. Cela fait près d'un siècle que l'aventure a commencé. Ici, à Sippar, à une bonne cinquantaine de kilomètres des fouilles de Koldewey, nous nous trouvons face à une autre découverte archéologique sensationnelle. Une bibliothèque datant de l'époque de Nabuchodonosor. Les spécialistes ne cherchent pas ici des œuvres d'art ou des métaux précieux. C'est un trésor encore plus grand dont il s'agit. Des tablettes d'écriture cunéiforme, des textes millénaires qui nous révèlent ce qu'on savait à l'époque de Nabuchodonosor. Près de 300 tablettes ont ainsi été inventoriées par les archéologues. Autant de textes précieux parlant de rites et de coutumes, de mythes et de politique. La bibliothèque de Sippar est littéralement un puits de science. Mais c'est une science qui demande d'abord à être déchiffrée. Or, la traduction des textes est une course contre la montre. Au musée de Bagdad, les spécialistes de l'écriture cunéiforme, comme le professeur Sommerfeld, disposent de très peu de temps pour agir avant la dégradation de ces documents. Les tablettes ont beau être plus résistantes que du papier, les variations de température et d'humidité délitent souvent l'argile dans des délais assez brefs. Le savoir babylonien tombe alors en poussière. Un savoir qui nous donne, jusque dans les plus petits détails, une image de la vie dans l'Empire babylonien, y compris d'un événement qui, voilà plus de 2500 ans, plongea les hommes dans l'angoisse et la terreur, une éclipse de lune. Au moment où la lune a disparu, les prêtres ont allumé des feux partout dans la ville. Les gens ont afflué dans les rues et se sont couverts le visage avec leurs vêtements. De la ville se sont élevées des prières et des chants. Les soldats du roi ont plongé leurs mains dans l'argile sombre et s'en sont enduits entièrement le visage. C'était le seul moyen d'apaiser la lune, dans laquelle les Babyloniens voyaient une divinité nommée Sin. Le seul moyen de l'inciter à se montrer de nouveau aux hommes. Un simple bureau dans un musée irakien. Pour les scientifiques, c'est le lieu de découverte passionnante. Ces signes à moitié effacés dans l'argile sont les véritables trésors de la recherche archéologique. Ce sont eux qui nous transmettent le savoir de Babylone.
Les peuples sumériens, babyloniens, assyriens avaient la passion de l'écriture. Ils ont ainsi conservé tout ce qu'il était possible de noter par écrit. Les lettres, les documents de la vie quotidienne, mais aussi tout le savoir de l'époque. La littérature, les mythes, l'astrologie, tout ce que nous savons nous est transmis par ces tablettes d'argile. Et nous en avons trouvé jusqu'ici environ 1 million. Au Proche-Orient, nous estimons que le sol de l'Irak en recèle encore quelques 100 millions. Et nous avons déchiffré à peine 25% des textes que nous possédons déjà. Des millions de tablettes, des millions de textes. Une aubaine pour la recherche. Il ne faut pas s'étonner que les savants appliquent à l'héritage de Nabuchodonosor les technologies de pointe les plus modernes. Le savoir de l'Orient ancien peut être mis en mémoire sur ces plaques de verre, de façon indestructible. Il s'agit de photos holographiques, une méthode consistant à explorer la surface des tablettes avec un rayon laser. Un système de miroir permet alors d'exposer la plaque photographique, l'image étant ensuite fixée dans un appareil à développement spécial. Ce miracle de la technique de physique de l'université de Münster. Sur la plaque, la tablette d'argile apparaît en 3 dimensions, ce qui permet aux savants d'en appréhender tout le relief. La traduction s'en trouve facilitée. La résolution de l'holographie est telle que certains signes peuvent être étudiés au microscope, et ce, sans risquer d'endommager l'original. Et un rêve de plus devient réalité. L'image holographique pouvant être envoyée par Internet, les équipes de déchiffrage peuvent travailler à l'échelle mondiale. Ces tablettes couvertes de caractères cunéiformes racontent de très anciennes histoires. La sagesse babylonienne se retrouve aujourd'hui sur des écrans d'ordinateur. Tout comme ce rite sacrificiel archaïque qui montre à quel point le quotidien était pénétré à Babylone par la rigueur de la religion. Cette information prouve que l'impiété et l'arrogance reprochées à Babel et dont la Bible se scandalise sont le fait d'une propagande hostile. Dans le rite du sacrifice, tout est réglé dans le moindre détail. La variété d'huile qui sert au prêtre à se laver les mains, les gestes exacts avec lesquels il examine d'abord les sabots de la victime, puis ses dents. Le grand prêtre doit passer à son cou, au lever de la lune, un collier fait d'un fil de laine rouge et de perles multicolores. Alors seulement, le ventre de l'animal est incisé et le foie prélevé. Selon son aspect, on saura si l'Empire et le roi se portent bien ou mal. L'avenir entier dépend de cet examen du foie, qui est un signe divin. Quelles connaissances les Babyloniens puisaient-ils dans leur religion? C'est ce que tente de découvrir Martha Hausberger, médecin à Munich. Elle fait partie des rares spécialistes capables de déchiffrer ces documents cunéiformes. Ce qui est stupéfiant, c'est le nombre de passages qui manifestent aux yeux de la spécialiste un réel savoir médical, mais également des règles pratiques pour les cas d'urgence, comme par exemple en cas de défaillance circulatoire. Quand quelqu'un a un malaise, place sa tête en bas et ses pieds en haut, tape-lui sur les joues et répète sans cesse « ça va aller mieux ».
Dans beaucoup de textes, c'est l'assistance psychologique aux malades qui est au premier plan. Elle est fréquemment concrétisée dans les invocations qui servent aux prêtres à agir sur le patient. Mais les médecins babyloniens semblent également avoir disposé d'un savoir-faire et d'une médecine naturelle de haut niveau. Pour certains maux d'estomac, on recommande des clistères à base de plantes. On trouve même des analyses détaillées d'opérations chirurgicales à ventre ouvert. Avons-nous encore à apprendre aujourd'hui de ces médecins de Babylone? Je crois qu'à l'époque, le patient était mieux considéré. Comme les Babyloniens ne disposaient que de très peu de traitements, ils compensaient en écoutant le malade, en lui donnant le sentiment que quelqu'un était là pour l'aider. Dès l'instant où le malade ressent qu'il peut compter sur quelqu'un, cela déclenche toutes les fonctions qui permettent au corps de surmonter la maladie. Et ce sont des choses qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. On néglige cette nécessité d'impliquer aussi le psychisme. C'est le savoir d'une grande civilisation. Voilà 100 ans, il gisait encore intact, sous ce que Koldewey appelait le linceul des sables apporté par le vent. Aujourd'hui encore, les savants soupçonnent que le sol de Babylone recèle des milliers de textes, des trésors qui attendent d'être découverts. La métropole de Nabuchodonosor demeure le mystère qu'elle était pour Koldewey. Sans qu'on le veuille, écrit Koldewey, ces champs de ruines rappellent la malédiction du prophète de la Bible. Et Babel ne sera jamais plus habité, et personne n'y demeurera plus. La malédiction biblique s'est-elle réellement accomplie? Babylone restera-t-elle une éternelle énigme? Koldewey pouvait-il soupçonner qu'il faudrait à peine un siècle pour développer des méthodes entièrement nouvelles, capables d'élucider le mystère de Babylone? Des navettes spatiales, par exemple. Ce Soyouz russe emporte dans l'espace un satellite de reconnaissance. À l'époque de la guerre froide, cette technique servait à observer et à photographier le territoire ennemi. Ce corps incandescent qui retombe vers la Terre contient 150 photos prises d'un satellite. Dont une du territoire irakien, par 32 degrés de latitude et 44 de longitude. Nous sommes au 47 avenue de Leningrad à Moscou, l'ancienne centrale d'espionnage militaire de l'URSS. Ces photos ont aujourd'hui une valeur inégalable pour la prospection archéologique. Les vues aériennes fournissent souvent aux spécialistes de précieuses indications. Les contours d'anciens bâtiments sont révélés par les variations de couleurs et de végétation sur les photos aériennes. C'est aussi le cas de cette petite tache qui apparaît nettement sur cette photo prise à 270 km du sol. C'est l'ancienne Babylone, visible pour la première fois sur une photo satellite. L'ordinateur agrandit l'image progressivement. Voici l'ensemble de l'ancienne cité. En haut à gauche, le palais moderne de Saddam Hussein. Tout de suite à droite, les fouilles de Koldewey. La photo aérienne montre bien que l'archéologie n'a étudié jusqu'ici qu'une petite fraction de l'ancienne superficie de la ville. Pourtant,
Vue du sol, la reconstitution est impressionnante. Les puissantes murailles, les vastes places, mais aussi les ruelles latérales tortueuses laissent deviner la grandeur de la métropole d'autrefois. Des centaines de ruelles sinueuses. Des dizaines de grandes places. Et ce n'est pourtant qu'une petite partie de la Babylone antique. En réalité, à l'époque de Nabuchodonosor, elle avait les dimensions qui apparaissent sur cette photo aérienne. Elle était 60 fois plus grande que la reconstitution actuelle. Et l'on distingue encore nettement, vu d'en haut, un édifice qui devait devenir à lui seul une légende, la tour de Babel, dont il ne reste aujourd'hui qu'une mare. La photo aérienne montre que les fondations de l'édifice étaient manifestement carrées. Les reconstitutions des peintres du Moyen-Âge sont donc fantaisistes. La tour de Babel n'était pas ronde, elle était carrée et s'élevait par degrés, sans doute, jusqu'à près de 100 mètres. La construction massive qui se dressait là a stimulé les imaginations à toutes les époques. Plus encore que la ville de Babylone, la tour de Babel devient le symbole d'un orgueil effréné qui court à sa perte. Hérodote, le père de l'historiographie, a sans doute vu la tour lorsqu'elle était à moitié détruite, même si la décadence de la métropole avait commencé dès le règne du fils de Nabuchodonosor. Hérodote put se représenter, au moins dans son imagination, la somptuosité d'une procession royale vers le temple bleu couronnant l'édifice et dédié au dieu Marduk, patron de la cité. Ce cheminement vers le Dieu était une montée vers le ciel, vers les astres. Et tout au sommet de ces gradins massifs habite le dieu Marduk, nous dit Hérodote. Sur un lit d'or, dit-il encore, repose une vierge de Babylone, l'épouse du dieu, et de temps à autre paraît aussi le dieu lui-même, Marduk, le souverain divin, le grand dieu de Babylone, le dieu qui sait tout et voit tout. Le récit fantastique d'Hérodote mêle rêve et réalité. Il ne peut raconter lui aussi que ce qu'on murmure à son époque dans les rues délabrées de Babylone. Notre époque actuelle ne dispose plus que d'amoncellements de briques pour élucider le mystère des ziggourats, ces temples babyloniens à étages. On aperçoit une autre de ces tours depuis Babylone. Elle s'élève dans le ciel de Borsippa. Les spécialistes supposent aujourd'hui que ces tours n'étaient pas seulement des sanctuaires, comme le dit Hérodote, mais que les astronomes babyloniens y étudiaient aussi le cours des astres. Mais ce que Nabuchodonosor et ses astronomes recherchaient dans les étoiles, ce n'étaient pas des faits scientifiques. Pour eux, les corps célestes étaient des dieux, et le déroulement de l'ensemble des phénomènes cosmiques devait se refléter dans toute réalité terrestre.
En observant les étoiles, le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues, c'est l'avenir de la vie sur Terre qu'on apercevait. Le Deutsches Museum à Munich. Dans le planétarium, nous pouvons approcher de plus près les connaissances astronomiques des Babyloniens. Ce projecteur rotatif programmable nous montre le ciel nocturne tel qu'il apparaissait au-dessus de Babylone il y a 2500 ans. Le voyage dans le temps commence, et au firmament artificiel du planétarium s'allument des milliers d'étoiles, telles que les a vues jadis Nabuchodonosor. Des siècles durant, soir après soir, les Babyloniens ont cherché dans le ciel des signes, des aspects remarquables, des corrélations. Certaines étoiles constituaient des familles, comme ces Gémeaux qui gardent la porte du ciel. Le Verseau déterminait du haut des cieux le cours de toutes les sources sur terre. Mi-cheval, mi-homme, le Sagittaire était un puissant recours dans la détresse et la guerre. Et le Taureau mythique passait pour une force redoutable, capable d'écraser des villes entières. Les Babyloniens sont les inventeurs des constellations telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ce sont eux qui découpèrent le ciel selon les 12 signes du zodiaque et enregistrèrent le cours des astres. Peut-être même possédait-il une technique de grossissement optique, comme le suggère cet instrument, une lentille de quartz taillé. Ce qui est certain, c'est que les Babyloniens développèrent de vastes connaissances en mathématiques. Des tablettes de géométrie prouvent que l'on connaissait déjà du temps de Nabuchodonosor ce que nous appelons le théorème de Pythagore. Les astronomes de Babylone ont abondamment enrichi le savoir du monde antique, écrivait Koldewey avec enthousiasme. Et il est évident que le toit du grand temple était pour eux un observatoire idéal. Cette évidence n'est toujours pas prouvée. Beaucoup de choses restent à l'état de spéculation. Le mythe de Babylone se nourrit de nombreux mystères, comme cet étrange lion de basalte qui se dresse depuis des millénaires dans le désert près de Babylone. Koldewey rapporte que les habitants de la région qualifient cette statue de djinn, de mauvais esprit. Qui est l'auteur de cette œuvre singulière? De quand date-t-elle? Dans quel but l'a-t-on érigée? Autant d'énigmes qui restent sans réponse. Une autre œuvre célèbre pose également des questions insolubles, la porte bleue consacrée à la déesse Ishtar. Dans les télégrammes qu'il envoie à Berlin, Koldewey vante la beauté unique de ces briques. Dans la lointaine Allemagne, on s'enthousiasme pour cet exotisme oriental. Les briques bleues sont expédiées à Berlin par caisses entières, puis nettoyées et triées. La reconstitution de la porte d'Ishtar commence au musée de Berlin. Babylone à Berlin. La porte monumentale de Nabuchodonosor, âgée de 2 millénaires et demi, a parcouru 5000 kilomètres. Et avec elle les animaux si typiques du style babylonien. Des animaux révérés comme compagnons des dieux, et dont l'image, sur les murs de la voie suivie par la procession, escortait jadis tout visiteur allant vers le centre de la ville. Quel effet devait produire la fraîcheur de ce bleu sur le voyageur pénétrant dans la cité des merveilles au sortir du désert brûlant? De l'émail bleu sur de la brique. Comment maîtrisait-on une technique aussi pointue il y a 2500 ans? Le chimiste Stefan Fitz a soumis des fragments de briques babyloniennes à l'analyse spectrale, et il en connaît le secret.
En collaboration avec Andreas Fritsche, spécialiste en céramique, il peut faire la démonstration de ce procédé technique complexe. Ce qui compte surtout, c'est la stricte application de la recette lors de la première phase, où l'on fait fondre ensemble du sable et de la soude issue de cendres végétales pour obtenir la frite, base de l'émail. Le four est aujourd'hui piloté par ordinateur. Comment faisaient les Babyloniens pour obtenir précisément 950 degrés? Cela reste un mystère. Voici de la frite, sorte de verre brut qui sera ensuite broyé en poudre fine. On y ajoute des quantités infimes d'oxyde de cuivre et de cobalt. C'est ce mélange chimique qui donne ce bleu lumineux. Comment les Babyloniens parvenaient-ils à doser ces oxydes de façon si régulière? Encore une énigme non résolue. Nous disposons d'une balance de pharmacie, précise au milligramme près. Avec de l'eau distillée, ce mélange pulvérulent donne enfin une bouillie crémeuse. L'émail prêt à l'emploi. Les réalisations des Babyloniens, tant en architecture qu'en décoration, sont des prouesses technologiques, tout comme leurs émaux, ne serait-ce que du point de vue des procédés. De plus, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, de nombreuses matières premières n'étaient pas disponibles sur place. Il fallait donc les faire venir de pays lointains. C'est quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen. Application de l'émail. La pièce est ensuite remise au four pendant 12 heures à une température constante de plus de 1000 degrés. Les Babyloniens appliquaient cette technique d'émaillage de la brique à des travaux plus importants. La porte d'Ishtar est habillée de plus de 20 000 écailles de ce genre, qui lui font une robe d'un bleu lumineux, image du ciel. L'artère passant par cette porte d'Ishtar était celle des dieux, la route des processions, où se célébrait la grande fête de la nouvelle année, comme le disent les estampilles de ces briques. Pour les dieux Marduk et Nabu, j'ai conforté l'intérieur de la ville avec de l'asphalte et des briques cuites, que j'ai recouvertes d'une forte couche de poussière brillante. Puissiez-vous, ô Dieu, parcourir allègrement ces rues. Voilà ce que Nabuchodonosor fait imprimer sur ces briques, à des milliers d'exemplaires. Tour de Babel, porte d'Ishtar et route des processions. Des œuvres de dévotion religieuse, des prières transmuées en pierre. Un rituel magique accompagne la pose des fondations de chaque édifice. Les aliments comme l'huile, le lait, la bière, les dattes prennent une dimension culturelle quand le roi et les prêtres préparent le sol sous le regard des dieux. Les vieilles tablettes d'argile racontent ce rituel magique et en donnent tous les détails. De la crème, du miel et de la bière sont versés sur la première brique des fondations, en guise d'offrande aux dieux. Les statuettes en terre cuite, messagères des dieux, sont posées sur ce socle sacré. Chacune d'elles tient à la main un bâton de fer, symbole de la puissance divine. On rince la bouche d'une brebis sacrifiée avec du genièvre odorant, afin que les dieux consentent à recevoir cette offrande avec bienveillance. De la farine blanche tamisée,
produit sacré du sol, est répandu sur les messagers des dieux pour conférer au futur édifice croissance et prospérité. Puis les figures magiques sont enfouies dans la terre qui supportera le nouvel édifice. Les bâtiments sont en ruine depuis longtemps, mais les figurines, elles, sont restées intactes. Hérodote aussi fait état de rituels, mais il est un touriste grec et il ne les comprend sans doute plus. À son époque, la civilisation magique de Babylone est depuis longtemps déjà tombée en décadence. Reste la fascination qu'exercent les réalisations architecturales, comme le rempart de la ville. Hérodote y succombe totalement. Les mesures qu'il donne sont en effet tout à fait exagérées, estiment aujourd'hui les scientifiques. La recherche archéologique emprunte des voies nouvelles. Ce qui se construit là est la 7e merveille du monde, le rempart de Babylone, mais à l'échelle d'un centième. Le laser permet de découper ces milliers de créneaux, mais aussi de profiler minutieusement les murailles de briques jointives. Jamais Babylone n'a profité de techniques aussi modernes pour ressusciter. Mais le travail de pionnier qu'accomplissent là savants et spécialistes n'est pas un simple jeu décoratif, c'est de l'archéologie expérimentale. Car cette maquette met en évidence les erreurs d'Hérodote. Par exemple, si on reporte sur la maquette les dimensions indiquées, le nombre de créneaux ne peut pas coller avec la longueur du mur. Au lieu des 96 km utopiques indiqués par Hérodote, la muraille n'en mesurait sans doute que 19. Et les maisons de briques de la métropole comportaient seulement 1 ou 2 étages, hormis les grands édifices publics. L'exploitation de la maquette montre que dans le plan de base de la ville, les rues avaient un découpage assez rectiligne, comme c'est le cas aujourd'hui dans les métropoles américaines. Un plan moderne qui semble sortir tout droit d'une planche à dessin, avec cette différence notable par rapport à nos cités. Babylone est bâtie comme une gigantesque forteresse. Le double rempart de 12 mètres de haut met le district urbain complètement à l'abri. Le professeur Pfromer et le maquettiste Bernd Kammermayer en sont convaincus. Avec les techniques militaires de l'époque, la ville était imprenable. Dans leurs immeubles bas, les Babyloniens éprouvaient sans doute un grand sentiment de sécurité. Et une fierté non moins grande. La caméra spéciale ne peut guère rendre l'impression de grandeur qui marquait tout le quotidien de ces citadins. Il n'existait rien de comparable à l'époque. Rome n'était encore qu'un village de terre battue, Constantinople n'existait pas, et à New York, le premier immeuble ne serait construit que 2000 ans plus tard. Ce que j'ai fait, nul ne l'a fait avant moi. C'est en ces termes que Nabuchodonosor évoque sa propre gloire. Hérodote a visité une ville en plein déclin. Il a foulé avec étonnement la grande artère des processions, revêtue d'asphalte et de dalles de pierre. Mais sur la vie des gens, sur leurs pratiques religieuses, même lui n'a pu se livrer qu'à des spéculations. Pour se représenter ce genre de fête, il faut imaginer les très impressionnantes statues des dieux, grandes, somptueusement parées, colorées. Le roi est présent avec les grands prêtres, on chante, on fait des feux.
Ce genre de religiosité se retrouve encore en Inde. Nous n'avons plus accès aux religions de l'Orient ancien, nous ne pouvons plus participer à leurs cérémonies, mais pour ressentir l'atmosphère dans laquelle un Babylonien vivait sa religion, comment il l'éprouvait directement lors des fêtes, alors c'est en Inde qu'il faut se rendre. On y trouve de ce point de vue beaucoup de similitudes avec Babylone. Voilà à quoi devait ressembler la grande procession du Nouvel An à Babylone. La fête religieuse célébrée chaque année à Puri, dans l'est de l'Inde, présente des parallèles frappants avec la grande fête annuelle de Nabuchodonosor. Une antique tradition religieuse qui est peut-être venue de Babylone en Inde, ou l'inverse, personne ne le sait. La comparaison avec les récits inscrits sur les tablettes d'argile est édifiante. Comme lors de la fête du Nouvel An babylonien, à Puri, on sort du temple les statues archaïques des dieux, somptueusement vêtues et installées sur des chars. Le roi de Puri, comme une réapparition de Nabuchodonosor, fait son entrée triomphale. Il doit, lors de cette fête, respecter scrupuleusement des règles magiques, des règles divines. Comme le faisait jadis Nabuchodonosor, il doit procéder à la purification rituelle du char des dieux. Ce rite légitime sa royauté. Il renoue l'alliance entre le roi, la divinité et le peuple. Toute la population prend part à ce rituel extatique. Tout le monde tire sur les gros câbles qui font avancer le char des dieux à travers la ville. La religion, ici, n'a rien d'abstrait. Elle est vécue physiquement, dans l'effort, l'extase, la jubilation collective. Cette grande rue de Puri est comme une réminiscence de Babylone, comme le reflet d'un monde englouti dont nous n'avons plus qu'une maquette vide. Koldevey lui-même, l'homme qui arracha Babylone à l'oubli, n'eut pendant 18 ans entre les mains que des débris de briques. Même pour lui, le monde vivant de l'Orient ancien demeura imaginaire. Mais son imagination, à partir de quelques ruines, construisait parfois de vastes palais. Koldevey télégraphie ainsi à Berlin « J'ai découvert les jardins suspendus de Sémiramis ». Il a simplement découvert ces importants vestiges de remparts dans le secteur sud du palais de Nabuchodonosor. Mais son enthousiasme lui fait croire que des voûtes aussi puissantes doivent avoir supporté de lourdes superstructures. Peut-être un jardin suspendu, comme celui que lui montre un relief assyrien, vieux de 3000 ans. Ces légendaires jardins en terrasse de Sémiramis ont-ils existé? Ou bien s'agit-il d'une invention ultérieure à laquelle Koldevey s'est laissé prendre à son tour? La maquette permet de vérifier ce que rapporte la tradition. Conclusion surprenante des scientifiques, on peut reconstituer le jardin de Sémiramis. Les mesures parfaites et le plan cohérent montrent que cette construction a réellement existé. Nous n'avons pas les proportions étonnantes ni naturellement les problèmes spécifiques que posait l'étanchéité dans l'Antiquité. C'était un problème énorme. Ils ont tout essayé. Des plaques de plomb, des couches d'asphalte, des lits de briques, et puis en plus une voûte en dessous. Et nous n'avons bien sûr aucune idée de ce qu'était l'étanchéité réelle. C'était une entreprise titanesque qui n'a jamais été réitérée sous cette forme.
On faisait monter l'eau par une conduite jusqu'à l'étage supérieur pour ensuite la laisser suinter d'une terrasse à l'autre. Cela signifie que tout l'édifice était sans cesse sous l'eau. Et on voit à ces murailles énormes et à leur renforcement qu'ils étaient conscients du problème. D'autant qu'ils croyaient que les racines des arbres descendraient jusqu'en bas, ce qui est évidemment absurde. Des racines de 25 mètres. Mais c'est ce qu'ils imaginaient. C'était sûrement rempli de terre. Cela veut dire que l'eau filtrait. Assurer la stabilité d'une telle construction est déjà un prodige en soi. Le jardin en gradin de Sémiramis n'est donc pas, techniquement parlant, une légende. C'est vraisemblablement une réalité. Aujourd'hui encore, on trouve en Irak des norias qui auraient pu alimenter avec l'eau de l'Euphrate un jardin de ce genre. Ce parc a probablement été le joyau de Babylone, un objet de prestige qui, dans la chaleur sèche de l'Orient, était peut-être encore plus fascinant que la tour haute de 100 mètres. Reste que la princesse Sémiramis, prétendument aimée de Nabuchodonosor, n'a pas de réalité historique. C'est une légende, un beau mythe, une belle histoire d'amour rajoutée par les poètes, le vieux rêve du paradis sur terre. La princesse Sémiramis et ses jardins suspendus. L'ensemble constitue le symbole romantique de la merveilleuse métropole de l'Orient ancien, de la capitale mondiale rêvée, de Babylone, porte des dieux. Mais le rêve s'est brisé d'un coup. La plus terrible tragédie de cette ville est peut-être que ses prodigieuses murailles n'eurent à résister à aucun ennemi réel. Sa puissance fut minée de l'intérieur. Le successeur de Nabuchodonosor, Nabonide, fut rejeté par ses propres prêtres. Et Babylone se trouva soudain reléguée au rang de note marginale dans une histoire du monde qui déjà s'écrivait en d'autres lieux. La Bible eut finalement le dernier mot, avec sa prophétie terrible. Le lieu sera dévasté pour toujours, afin que personne n'y habite, ni homme, ni bête, et qu'il soit désert à jamais. La construction massive qui se dressait là a stimulé les imaginations à toutes les époques. Plus encore que la ville de Babylone, la tour de Babel devient le symbole d'un orgueil effréné qui court à sa perte. Hérodote, le père de l'historiographie, a sans doute vu la tour lorsqu'elle était à moitié détruite, même si la décadence de la métropole avait commencé dès le règne du fils de Nabuchodonosor. Hérodote put se représenter, au moins dans son imagination, la somptuosité d'une procession royale vers le temple bleu couronnant l'édifice et dédié au dieu Marduk, patron de la cité.
Ce cheminement vers le Dieu était une montée vers le ciel, vers les astres. Et tout au sommet de ces gradins massifs habite le dieu Marduk, nous dit Hérodote. Sur un lit d'or, dit-il encore, repose une vierge de Babylone, l'épouse du dieu, et de temps à autre paraît aussi le dieu lui-même, Marduk, le souverain divin, le grand dieu de Babylone, le dieu qui sait tout et voit tout. Le récit fantastique d'Hérodote mêle rêve et réalité. Il ne peut raconter lui aussi que ce qu'on murmure à son époque dans les rues délabrées de Babylone. Notre époque actuelle ne dispose plus que d'amoncellements de briques pour élucider le mystère des ziggourats, ces temples babyloniens à étages. On aperçoit une autre de ces tours depuis Babylone. Elle s'élève dans le ciel de Borsippa. Les spécialistes supposent aujourd'hui que ces tours n'étaient pas seulement des sanctuaires, comme le dit Hérodote, mais que les astronomes babyloniens y étudiaient aussi le cours des astres. Ils sont plus que rompus à cet exercice. Le 19e siècle est en effet l'époque des grandes découvertes. Les fouilles ont permis de mettre au jour la ville de Troie. On a déchiffré les hiéroglyphes d'Égypte. Et Henri Poignon va faire, par cette chaude journée d'octobre, une découverte archéologique de taille. Le Liban. Il fut un beau jour envahi par les troupes de Nabuchodonosor. Leur butin, un précieux bois de construction, le cèdre du Liban, qui couvrait alors la région comme une forêt primitive. Henri Poignon soupçonne que le gigantesque empire babylonien s'étendait jusqu'au rivage de la Méditerranée. Et il en découvre la preuve. Sur une paroi rocheuse, un relief sculpté représente un souverain qui maîtrise un lion d'un seul bras. Il porte l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone ». À la lumière du crépuscule, Poignon réussit à prendre une photographie sensationnelle. C'est le seul portrait qui nous soit parvenu de Nabuchodonosor, un simple bas-relief usé par le temps. Une indication floue à laquelle sont venus se mêler mythes et légendes. L'empire dirigé par Nabuchodonosor, ce fertile pays des deux fleuves, était un don de l'Euphrate et du Tigre. 2500 ans avant Nabuchodonosor, cette région voit naître des œuvres d'art reflétant un haut niveau de culture et qui nous offrent une image étrange des hommes de ce monde. C'est le peuple des Sumériens, créateur d'une culture nouvelle. Cet essor s'appuie sur une invention révolutionnaire, l'invention de l'écriture cunéiforme, environ 3000 ans avant notre ère. L'élan culturel fondé sur cette écriture parviendra à son apogée avec Nabuchodonosor et le grand empire babylonien. Partant de la ville ancienne d'Uruk, le nouveau savoir se répand sur tout le pays des deux fleuves, jusqu'au nord. Il s'étend aussi vers l'ouest, vers la Méditerranée et sur le domaine culturel palestinien. L'empire de Nabuchodonosor s'étend jusqu'à Jérusalem et jusqu'à l'Égypte, à l'époque presque le monde entier. Ce cheminement vers le Dieu était une montée vers le ciel, vers les astres. Et tout au sommet de ces gradins massifs habite le dieu Marduk, nous dit Hérodote.
Sur un lit d'or, dit-il encore, repose une vierge de Babylone, l'épouse du dieu, et de temps à autre paraît aussi le dieu lui-même, Marduk, le souverain divin, le grand dieu de Babylone, le dieu qui sait tout et voit tout. Le récit fantastique d'Hérodote mêle rêve et réalité. Il ne peut raconter lui aussi que ce qu'on murmure à son époque dans les rues délabrées de Babylone. Notre époque actuelle ne dispose plus que d'amoncellements de briques pour élucider le mystère des ziggourats, ces temples babyloniens à étages. On aperçoit une autre de ces tours depuis Babylone. Elle s'élève dans le ciel de Borsippa. Les spécialistes supposent aujourd'hui que ces tours n'étaient pas seulement des sanctuaires, comme le dit Hérodote, mais que les astronomes babyloniens y étudiaient aussi le cours des astres. Mais ce que Nabuchodonosor et ses astronomes recherchaient dans les étoiles, ce n'étaient pas des faits scientifiques. Pour eux, les corps célestes étaient des dieux, et le déroulement de l'ensemble des phénomènes cosmiques devait se refléter dans toute réalité terrestre. En observant les étoiles, le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues, c'est l'avenir de la vie sur Terre qu'on apercevait. Le Deutsches Museum à Munich. Dans le planétarium, nous pouvons approcher de plus près les connaissances astronomiques des Babyloniens. Ce projecteur rotatif programmable nous montre le ciel nocturne tel qu'il apparaissait au-dessus de Babylone il y a 2500 ans. Les premières fouilles dégagent les vestiges des murailles de la cité et confirment la supposition de Koldewey. Seule la capitale des Babyloniens pouvait être aussi puissamment fortifiée. Ces vestiges de remparts lui font toucher du doigt ce qu'Hérodote rapportait avec étonnement. Les Babyloniens utilisaient le naphte pour isoler leur construction en briques de l'humidité. Une prouesse technologique. Dès lors, Koldewey n'a plus qu'une idée, exhumer entièrement la Babylone légendaire. Il fouille pendant 18 ans presque sans interruption, même pendant la Première Guerre mondiale. Les briques dégagées du sable du désert ne tardent pas à prouver que Koldewey était aussi réaliste que visionnaire. Sur une des briques, une estampille cunéiforme dit « Ce que n'avait fait aucun roi avant moi, je l'ai fait, Nabuchodonosor ». Babylone ressuscitée, c'est le titre que Koldewey donnera à son grand ouvrage. Aujourd'hui encore, les héritiers de Koldewey sont à l'œuvre, pelles et pioches à la main, et continuent d'explorer les mystères de l'Empire babylonien. Cela fait près d'un siècle que l'aventure a commencé. Ici, à Sippar, à une bonne cinquantaine de kilomètres des fouilles de Koldewey, nous nous trouvons face à une autre découverte archéologique sensationnelle. Une bibliothèque datant de l'époque de Nabuchodonosor. Les spécialistes ne cherchent pas ici des œuvres d'art ou des métaux précieux. C'est un trésor encore plus grand dont il s'agit. Des tablettes d'écriture cunéiforme, des textes millénaires qui nous révèlent ce qu'on savait à l'époque de Nabuchodonosor. Près de 300 tablettes ont ainsi été inventoriées par les archéologues. Autant de textes précieux parlant de rites et de coutumes, de mythes et de politique.
La bibliothèque de Sippar est littéralement un puits de science. Mais c'est une science qui demande d'abord à être déchiffrée. Or, la traduction des textes est une course contre la montre. Au musée de Bagdad, les spécialistes de l'écriture cunéiforme, comme le professeur Sommerfeld, disposent de très peu de temps pour agir avant la dégradation de ces documents. Les tablettes ont beau être plus résistantes que du papier, route de l'époque. Mais Babylone abritait également une autre merveille. Les jardins suspendus de la princesse Sémiramis, personnage légendaire, aimé de Nabuchodonosor, dont la trace historique se perd dans le tissu de légendes attachées à cette ville. La réalité de Babylone se dissimule derrière des histoires des 1001 nuits. Même un Grec comme Hérodote, qui aurait visité Babylone 100 ans seulement après la mort de Nabuchodonosor, est incapable de faire la différence entre fiction et vérité. Il écrit que la capitale des Babyloniens est à elle seule une véritable merveille. Hérodote est ébahi par les dimensions légendaires de la tour de Babel, mais ignore tout de la fonction qu'elle pouvait avoir. Il ne peut que l'imaginer. Quant à la cité elle-même, il lui attribue les proportions que lui inspire son imagination. Rue de 16 mètres de large, muraille de 25 mètres d'épaisseur et un périmètre de 96 kilomètres. Ainsi, dès l'Antiquité, la métropole de l'Euphrate devient une légende fantastique. L'Allemand Robert Koldewey est le premier, au début du XXe siècle, à se mettre en quête de la vérité. Lorsque Koldewey arrive sur l'emplacement qu'il suppose être celui de l'ancienne Babylone, il ne distingue que des monticules de gravats de briques, balayés par les vents de sable. Mais Koldewey est certain que la Babel légendaire est bel et bien enfouie en cet endroit. Les premières fouilles dégagent les vestiges des murailles de la cité et confirment la supposition de Koldewey. Seule la capitale des Babyloniens pouvait être aussi puissamment fortifiée. Ces vestiges de remparts lui font toucher du doigt ce qu'Hérodote rapportait avec étonnement. Les Babyloniens utilisaient le naphte pour isoler leur construction en briques de l'humidité. Une prouesse technologique. Dès lors, Koldewey n'a plus qu'une idée, exhumer entièrement la Babylone légendaire. Il fouille pendant 18 ans presque sans interruption, même pendant la Première Guerre mondiale. Les briques dégagées du sable du désert ne tardent pas à prouver que Koldewey était aussi réaliste que visionnaire. Sur une des briques, une estampille cunéiforme dit ce que n'avait fait aucun roi. Dès l'instant où le malade ressent qu'il peut compter sur quelqu'un, cela déclenche toutes les fonctions qui permettent au corps de surmonter la maladie. Et ce sont des choses qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. On néglige cette nécessité d'impliquer aussi le psychisme. C'est le savoir d'une grande civilisation. Voilà 100 ans, il gisait encore intact, sous ce que Koldewey appelait le linceul des sables apporté par le vent. Aujourd'hui encore, les savants soupçonnent que le sol de Babylone recèle des milliers de textes, des trésors qui attendent d'être découverts. La métropole de Nabuchodonosor demeure le mystère qu'elle était pour Koldewey. Sans qu'on le veuille, écrit Koldewey, ces champs de ruines rappellent la malédiction du prophète de la Bible. Et Babel ne sera jamais plus habitée, et personne n'y demeurera plus. La malédiction biblique s'est-elle réellement accomplie? Babylone restera-t-elle une éternelle énigme? Koldewey pouvait-il soupçonner qu'il faudrait à peine un siècle pour développer des méthodes entièrement nouvelles, capables d'élucider le mystère de Babylone?
Des navettes spatiales, par exemple. Ce Soyouz russe emporte dans l'espace un satellite de reconnaissance. À l'époque de la guerre froide, cette technique servait à observer et à photographier le territoire ennemi. Ce corps incandescent qui retombe vers la Terre contient 150 photos prises d'un satellite. Dont une du territoire irakien, par 32 degrés de latitude et 44 de longitude. Nous sommes au 47 avenue de Leningrad à Moscou, l'ancienne centrale d'espionnage militaire de l'URSS. Ces photos ont aujourd'hui une valeur inégalable pour la prospection archéologique. Les vues aériennes fournissent souvent aux spécialistes de précieuses indications. Les contours d'anciens bâtiments sont révélés par les variations de couleurs et de végétation sur les photos aériennes. C'est aussi le cas de cette petite tache qui apparaît nettement sur cette photo prise à 270 km du sol, découverte. Les fouilles ont permis de mettre au jour la ville de Troie. On a déchiffré les hiéroglyphes d'Égypte. Et Henri Poignon va faire, par cette chaude journée d'octobre, une découverte archéologique de taille. Le Liban. Il fut un beau jour envahi par les troupes de Nabuchodonosor. Leur butin, un précieux bois de construction, le cèdre du Liban, qui couvrait alors la région comme une forêt primitive. Henri Poignon soupçonne que le gigantesque empire babylonien s'étendait jusqu'au rivage de la Méditerranée. Et il en découvre la preuve. Sur une paroi rocheuse, un relief sculpté représente un souverain qui maîtrise un lion d'un seul bras. Il porte l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone ». À la lumière du crépuscule, Poignon réussit à prendre une photographie sensationnelle. C'est le seul portrait qui nous soit parvenu de Nabuchodonosor, un simple bas-relief usé par le temps. Une indication floue à laquelle sont venus se mêler mythes et légendes. L'empire dirigé par Nabuchodonosor, ce fertile pays des deux fleuves, était un don de l'Euphrate et du Tigre. 2500 ans avant Nabuchodonosor, cette région voit naître des œuvres d'art reflétant un haut niveau de culture et qui nous offrent une image étrange des hommes de ce monde. C'est le peuple des Sumériens, créateur d'une culture nouvelle. Cet essor s'appuie sur une invention révolutionnaire, l'invention de l'écriture cunéiforme, environ 3000 ans avant notre ère. L'élan culturel fondé sur cette écriture parviendra à son apogée avec Nabuchodonosor et le grand empire babylonien. Partant de la ville ancienne d'Uruk, le nouveau savoir se répand sur tout le pays des deux fleuves, jusqu'au nord. Il s'étend aussi vers l'ouest, vers la Méditerranée et sur le domaine culturel palestinien. L'empire de Nabuchodonosor s'étend jusqu'à Jérusalem et jusqu'à l'Égypte, à l'époque presque le monde entier. Comme lors de la fête du Nouvel An babylonien, à Pouri, on sort du temple les statues archaïques des dieux, somptueusement vêtues et installées sur des chars. Le roi de Pouri, comme une réapparition de Nabuchodonosor, fait son entrée triomphale. Il doit, lors de cette fête, respecter scrupuleusement des règles magiques, des règles divines.
Comme le faisait jadis Nabuchodonosor, il doit procéder à la purification rituelle du char des dieux. Ce rite légitime sa royauté. Il renoue l'alliance entre le roi, la divinité et le peuple. Toute la population prend part à ce rituel extatique. Tout le monde tire sur les gros câbles qui font avancer le char des dieux à travers la ville. La religion, ici, n'a rien d'abstrait. Elle est vécue physiquement, dans l'effort, l'extase, la jubilation collective. Cette grande rue de Pourri est comme une réminiscence de Babylone, comme le reflet d'un monde englouti dont nous n'avons plus qu'une maquette vide. Koldevey lui-même, l'homme qui arracha Babylone à l'oubli, n'eut pendant 18 ans entre les mains que des débris de briques. Même pour lui, le monde vivant de l'Orient ancien demeura imaginaire. Mais son imagination, à partir de quelques ruines, construisait parfois de vastes palais. Koldevey télégraphie ainsi à Berlin « J'ai découvert les jardins suspendus de Sémiramis ». Il a simplement découvert ces importants vestiges de remparts dans le secteur sud du palais de Nabuchodonosor. Mais son enthousiasme lui fait croire que des voûtes aussi puissantes doivent avoir supporté de lourdes superstructures. Peut-être un jardin suspendu, comme celui que lui montre un relief assyrien, vieux de 3000 ans. Ces légendaires jardins en terrasse de Sémiramis ont-ils existé? Ou bien s'agit-il d'une invention ultérieure à laquelle Koldevey s'est laissé prendre à son tour? La maquette permet de vérifier ce que rapporte la tradition. Conclusion surprenante des scientifiques, on nettoyé et trié. La reconstitution de la porte d'Ishtar commence au musée de Berlin. Babylone à Berlin. La porte monumentale de Nabuchodonosor, âgée de 2 millénaires et demi, a parcouru 5000 kilomètres. Et avec elle les animaux si typiques du style babylonien. Des animaux révérés comme compagnons des dieux, et dont l'image, sur les murs de la voie suivie par la procession, escortait jadis tout visiteur allant vers le centre de la ville. Quel effet devait produire la fraîcheur de ce bleu sur le voyageur pénétrant dans la cité des merveilles au sortir du désert brûlant? De l'émail bleu sur de la brique. Comment maîtrisait-on une technique aussi pointue il y a 2500 ans? Le chimiste Stefan Fitz a soumis des fragments de briques babyloniennes à l'analyse spectrale, et il en connaît le secret. En collaboration avec Andreas Fritsche, spécialiste en céramique, il peut faire la démonstration de ce procédé technique complexe. Ce qui compte surtout, c'est la stricte application de la recette lors de la première phase, où l'on fait fondre ensemble du sable et de la soude issue de cendres végétales pour obtenir la frite, base de l'émail. Le four est aujourd'hui piloté par ordinateur. Comment faisaient les Babyloniens pour obtenir précisément 950 degrés? Cela reste un mystère. Voici de la frite, sorte de verre brut qui sera ensuite broyé en poudre fine. On y ajoute des quantités infimes d'oxyde de cuivre et de cobalt.
C'est ce mélange chimique qui donne ce bleu lumineux. Comment les Babyloniens parvenaient-ils à doser ces oxydes de façon si régulière? Encore une énigme non résolue. Nous disposons d'une balance de pharmacie, précise au milligramme près. Avec de l'eau distillée, ce mélange pulvérulent donne enfin une bouillie crémeuse, l'émail prêt à l'emploi. Les réalisations des Babyloniens, tant en architecture qu'en décoration, sont des prouesses technologiques, tout comme leurs émaux, ne serait-ce que du point de vue... Ce qui est certain, c'est que les Babyloniens développèrent de vastes connaissances en mathématiques. Des tablettes de géométrie prouvent que l'on connaissait déjà du temps de Nabuchodonosor ce que nous appelons le théorème de Pythagore. Les astronomes de Babylone ont abondamment enrichi le savoir du monde antique, écrivait Koldewey avec enthousiasme. Et il est évident que le toit du grand temple était pour eux un observatoire idéal. Cette évidence n'est toujours pas prouvée. Beaucoup de choses restent à l'état de spéculation. Le mythe de Babylone se nourrit de nombreux mystères, comme cet étrange lion de basalte qui se dresse depuis des millénaires dans le désert près de Babylone. Koldewey rapporte que les habitants de la région qualifient cette statue de djinn, de mauvais esprit. Qui est l'auteur de cette œuvre singulière? De quand date-t-elle? Dans quel but l'a-t-on érigée? Autant d'énigmes qui restent sans réponse. Une autre œuvre célèbre pose également des questions insolubles, la porte bleue consacrée à la déesse Ishtar. Dans les télégrammes qu'il envoie à Berlin, Koldewey vante la beauté unique de ces briques. Dans la lointaine Allemagne, on s'enthousiasme pour cet exotisme oriental. Les briques bleues sont expédiées à Berlin par caisses entières, puis nettoyées et triées. La reconstitution de la porte d'Ishtar commence au musée de Berlin. Babylone à Berlin. La porte monumentale de Nabuchodonosor, âgée de 2 millénaires et demi, a parcouru 5000 kilomètres. Et avec elle les animaux si typiques du style babylonien. Des animaux révérés comme compagnons des dieux, et dont l'image, sur les murs de la voie suivie par la procession, escortait jadis tout visiteur allant vers le centre de la ville. Quel effet devait produire la fraîcheur de ce bleu sur le voyageur pénétrant dans la cité des merveilles au sortir du désert brûlant? De l'émail bleu sur de la brique. Comment maîtrisait-on une technique aussi pointue il y a 2500 ans? Le chimiste Stefan Fitz a soumis des fragments de briques babyloniennes à l'analyse spectrale, et il en connaît le secret. En collaboration avec Andreas Fritsche, spécialiste en serre transmuée en pierre. Un rituel magique accompagne la pose des fondations de chaque édifice. Les aliments comme l'huile, le lait, la bière, les dattes prennent une dimension culturelle quand le roi et les prêtres préparent le sol sous le regard des dieux. Les vieilles tablettes d'argile racontent ce rituel magique et en donnent tous les détails. De la crème, du miel et de la bière sont versés sur la première brique des fondations, en guise d'offrande aux dieux. Les statuettes en terre cuite, messagères des dieux, sont posées sur ce socle sacré. Chacune d'elles tient à la main un bâton de fer, symbole de la puissance divine. On rince la bouche d'une brebis sacrifiée avec du genièvre odorant,
afin que les dieux consentent à recevoir cette offrande avec bienveillance. De la farine blanche tamisée, produit sacré du sol, est répandue sur les messagers des dieux pour conférer au futur édifice croissance et prospérité. Puis les figures magiques sont enfouies dans la terre qui supportera le nouvel édifice. Les bâtiments sont en ruine depuis longtemps, mais les figurines, elles, sont restées intactes. Hérodote aussi fait état de rituels, mais il est un touriste grec et il ne les comprend sans doute plus. À son époque, la civilisation magique de Babylone est depuis longtemps déjà tombée en décadence. Reste la fascination qu'exercent les réalisations architecturales, comme le rempart de la ville. Hérodote y succombe totalement. Les mesures qu'il donne sont en effet tout à fait exagérées, estiment aujourd'hui les scientifiques. La recherche archéologique emprunte des voies nouvelles. Ce qui se construit là est la 7e merveille du monde, le rempart. Sur un lit d'or, dit-il encore, repose une vierge de Babylone, l'épouse du dieu, et de temps à autre paraît aussi le dieu lui-même, Marduk, le souverain divin, le grand dieu de Babylone, le dieu qui sait tout et voit tout. Le récit fantastique d'Hérodote mêle rêve et réalité. Il ne peut raconter lui aussi que ce qu'on murmure à son époque dans les rues délabrées de Babylone. Notre époque actuelle ne dispose plus que d'amoncellements de briques pour élucider le mystère des ziggourats, ces temples babyloniens à étages. On aperçoit une autre de ces tours depuis Babylone. Elle s'élève dans le ciel de Borsippa. Les spécialistes supposent aujourd'hui que ces tours n'étaient pas seulement des sanctuaires, comme le dit Hérodote, mais que les astronomes babyloniens y étudiaient aussi le cours des astres. Mais ce que Nabuchodonosor et ses astronomes recherchaient dans les étoiles, ce n'étaient pas des faits scientifiques. Pour eux, les corps célestes étaient des dieux, et le déroulement de l'ensemble des phénomènes cosmiques devait se refléter dans toute réalité terrestre. En observant les étoiles, le Soleil, la Lune et les 5 planètes connues, c'est l'avenir de la vie sur Terre qu'on apercevait. Le Deutsches Museum à Munich. Dans le planétarium, nous pouvons approcher de plus près les connaissances astronomiques des Babyloniens. Ce projecteur rotatif programmable nous montre le ciel nocturne tel qu'il apparaissait au-dessus de Babylone il y a 2500 ans. Le voyage dans le temps commence, et au firmament artificiel du planétarium s'allument des milliers d'étoiles, telles que les a vues jadis Nabuchodonosor. Des siècles durant, soir après soir, les Babyloniens ont cherché dans le ciel des signes, des aspects remarquables, des corrélations. Certaines étoiles constituaient des